Henri Charles-Désiré Landru, tueur en série célèbre. En 1914, cherché pour malversation, il est condamné à 4 ans de prison. En sortant, il vit sous une fausse identité. Il s'est fait passer pour veuf et met au point une escroquerie à grande échelle. Il ne choisit que des veuves ou des femmes isolées et s'empare de leur fortune. En 1919, Landru se fait arrêter. Lors d'une perquisition à son domicile, des ossements humains sont retrouvés dans son four. Landru nie les 11 crimes qu'il aurait commis. Il dit lors de son procès « Si ces femmes ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte ». Landru est condamné à mort et guillotiné le 25 février 1922. Il avait cette propriété, puis alors c'est ce qui se dit dans les journaux, quoi, il terrorisait ces 2 filles là, qui étaient sœurs entre elles, et elles étaient allemandes d'origine, et lui était italien, mais d'origine grecque, en plus de ça. Mais enfin, c'était un type qui était sûr de lui, il savait ce qu'il voulait. Marcel Bourrelly est centenaire. Il vit à la campagne, à côté de la villa L'Ermitage, où le fameux Sarré aurait commis ses plus horribles crimes. Né à Trieste en Italie en 1878, Georges Alexandre Sarré-Gianni émigre en France au cours de son adolescence. Il fait de brillantes études de droit et devient l'un des avocats d'affaires les plus en vue de Marseille. Avant la Première Guerre mondiale, Sarré-Gianni se naturalise français et se renomme Sarré. Ayant installé son cabinet 46 rue de la Palue à Marseille, il vit avec son épouse et ses enfants dans un riche appartement. Mais ce ne sont que des apparences d'honorabilité. Sarré mène une vie très dissolue, faite de jeux, d'alcool, de fêtes et de femmes de passage. Dans les années 20, il fait la connaissance de 2 sœurs allemandes, Catherine et Philomène Schmid. Il les séduit bien vite, et elles deviennent toutes les 2 ses maîtresses. Les amants ont pour habitude de se retrouver dans une villa de campagne, que loue Sarré, baptisée l'Ermitage, dans la banlieue d'Aix-en-Provence. Mais bientôt, la relation prend un tournant inquiétant. Habile escroc, Sarré décide de faire participer ses maîtresses à ses trafics à l'assurance vie. Le plan n'est pas compliqué. D'abord, il leur fait épouser 2 hommes à la santé plus que fragile. Ensuite, il engage un complice à la santé parfaite qui, habilement grimé, passe un examen médical impeccable en vue de souscrire une assurance vie. Ce complice s'appelle Lufo. Il en doit une belle à Sarré, qui l'a aidé pour un problème d'argent. Enfin, on attend le décès de l'époux, quitte à le précipiter un peu, avec du poison ou du gaz. Et on touche l'argent. Tout se déroule bien lorsque le 20 août 1925, Sarré abat au fusil de chasse un complice trop gourmand, l'abbé défroqué, Chambon du Verger, et sa maîtresse, Noémie Balandreau. Crime banal, sauf pour une chose, la disparition des corps. Un ancien prof de physique, qui celui-là, s'amusant à gratter le jardin pour faire repousser 4 salades, a découvert des débris qui lui ont paru étranges. Et comme il était justement dans la question, il a fait voir davantage. Et ils ont compris que c'était des restes humains. Après le double meurtre, Sarré achète 100 litres d'acide sulfurique, qu'il verse dans une baignoire contenant déjà les 2 corps. Au bout de 3 jours de dissolution, lui et les sœurs Schmid vont jeter la colle infecte et noirâtre dans l'herbe. Le crime reste inconnu pendant 6 ans. En 1931, les 3 complices lancent une nouvelle escroquerie à l'assurance vie, en faisant croire au décès de Catherine Schmid et en lui substituant le corps d'une femme tuberculeuse fraîchement décédée. Elle s'appelle Magali Herbin.
Elle est empoisonnée avec une bouteille de champagne aromatisée au zinc et amenée par Sarré. Son neveu, Antoine Siostis, est courtier et fait tous les papiers nécessaires pour la fraude. Le docteur qui signe le certificat est l'adjoint au maire, Maurice Guy. Il reconnaît le corps comme étant celui de Catherine Schmid. Catherine Schmid, une fois qu'elle a joué le rôle de figurante en quelque sorte dans la mort de Magali Herbin, comme elle était connue à Marseille et qu'elle devait passer pour morte, Sarré lui demande de s'exiler d'abord à Paris. Elle va passer plusieurs mois à Paris, puis la vie parisienne lui pèse, enfin ce qui lui manque ce sont ses relations marseillaises. Et elle revient s'installer à Marseille, mais en prenant un faux nom, celui d'Hélène Villette. Et l'erreur qu'elle commet, c'est de demander au facteur que si des lettres arrivent au nom de Catherine Schmid, elles lui soient remises. Mais officiellement, Catherine Schmid est morte. Donc toute l'enquête part de là. Arrêté, les sœurs dénoncent Sarré. Mais l'homme est malin. Avec tout son talent d'avocat conseil, il fait durer le procès pendant 2 ans, en usant de toutes les erreurs de procédure et autres défauts. Néanmoins, la justice finit par trancher, dans tous les sens du terme, le 31 octobre 1933, aux assises des Bouches-du-Rhône. Les jurés, impressionnés par l'affreuse méthode de dissolution, font preuve de sévérité. Les sœurs Schmid sont condamnées chacune à 10 ans de réclusion. L'avocat conseil est condamné à mort. Il a eu la curiosité, cet homme, d'aller voir avec des amis, tout ça. Il en est revenu malade. Il en est revenu, il a été vraiment bouleversé. Jamais j'y serais allé. Le 10 avril 1934, Georges-Alexandre Sarré-Djani est guillotiné en public, à l'entrée de la prison d'Aix-en-Provence, par le bourreau Anatole Desblés, qui exécuta aussi le fameux Landru. Ça tourne, Marilou. Ce que vous venez de voir, c'est l'histoire que tout le monde raconte sur l'affaire Sarré, le Landru de Provence. Mais en fouillant dans les archives, on a vu que c'était pas la même histoire. On va vous montrer. Lisa, regarde. Je trouve un truc intéressant. Regarde. C'est bien, Marilou, regarde. Les sœurs Schmid, avant de rencontrer Sarré, elles avaient une colocataire qui est morte, de manière suspecte apparemment. Et le médecin s'est étonné des traces trouvées au coup de la morte. C'était des traces de strangulation. Avant de rencontrer Sarré, les sœurs avaient déjà commis un meurtre. Celui de Lydia Arnould, une vieille femme retrouvée morte étranglée. Les sœurs ne sont pas condamnées pour la mort étrange de leur ancienne colocataire. Les 2 sœurs rencontrent en effet Sarré, qui sera témoin à leur mariage pour acquérir la nationalité française. Les 2 maris mourront dans l'année, de manière suspecte. Catherine Schmid et Philomène Schmid ont épousé 2 hommes beaucoup plus âgés qu'elles. D'une part, parce que très probablement elles espéraient percevoir un héritage. Elles pensaient de cette façon obtenir plus rapidement la nationalité française, et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Les 2 maris, Villette et Deltreuil, ont une caractéristique commune, enfin ils en ont même 2 de caractéristiques communes, c'est que lorsqu'ils se sont mariés, l'un avec Catherine et l'autre avec Philomène, ils étaient tous les 2 beaucoup plus âgés que leurs femmes, déjà, premier point. Second point, ils n'étaient pas dans une très grande forme, mais surtout, le second point en question, c'est qu'ils sont morts peu de temps après leur mariage. Marilou, tu fais quoi là? J'ai trouvé l'interrogatoire de Philomène Schmid, une des 2 sœurs, et elle dit que elle et sa sœur ont commandé la baignoire et la motocyclette avant les meurtres. Donc c'était prémédité. Ouais, donc elle savait ce qui allait se passer, quoi. Et en plus, après, ils disent que Sarré, du coup, pour liquéfier les cadavres, il allait chercher l'acide sulfurique et qu'il est parti au moins pendant 4 ou 5 heures. Et elles disent qu'elles ont essayé de s'enfuir, mais qu'elles n'ont pas réussi. 4-5 heures, elles ont le temps de s'enfuir quand même. Parce que sinon ça tire. Dans l'affaire Chambon et Noémie Ballandreau, le couple tué à l'Ermitage, les sœurs Schmid ont été jugées simples assistantes et même victimes parce qu'elles ont été choquées de la violence de Sarré. Et là, on vient de découvrir que les sœurs ont commandé la baignoire et la motocyclette. La motocyclette qui a servi à couvrir les coups de feu et la baignoire pour dissoudre les corps.
Et elles disent aussi qu'elles ont essayé de s'enfuir après ça. Sauf que Sarré s'est quand même absentée 5 heures le lendemain des meurtres et elles n'ont pas essayé de s'enfuir. C'était donc un meurtre prémédité. Sarré avoue le meurtre du mari Chambon, mais nie celui de Noémie. C'est le propriétaire M. Poncel qui retrouve la bouillie de cadavres au fond du jardin, ainsi que des traces de sang et d'acide dans la maison. L'une des sœurs en a renversé en vidant la baignoire avec un pot de chambre. Dans la première partie, on parle d'un Lufo qui a une dette envers Sarré. Il l'aide à se faire passer pour Chambon. Il vend ses biens et encaisse les bénéfices. Lufo devient ensuite Di Lorenzo, une affaire qui n'a pas été révélée au grand jour puisqu'elle n'a pas abouti. Di Lorenzo, il faut le savoir, était tuberculeux, il était très malade, très faible. C'est d'ailleurs ce qui avait sûrement retenu l'attention de Sarré. Di Lorenzo, s'il était passé devant la commission médicale pour la souscription de l'assurance vie, il est probable qu'il se serait fait refouler. Alors c'est là que Sarré a l'idée utile. Il envoie à sa place, à la place de Di Lorenzo, il envoie un charcutier de ses amis, le dénommé Calixte Lufo, et il s'est présenté devant le médecin de l'assurance à la place de Di Lorenzo. Ce qui fait que l'affaire dans un premier temps, l'affaire a fonctionné, mais l'assurance s'est méfiée, a abouti effectivement à constater que c'était bien un faussaire qui s'était présenté à la place de Di Lorenzo devant le médecin. Et là, la notoriété de Sarré a joué, puisque Sarré a juré ses grands dieux qu'il n'était pas au courant qu'il y avait eu une substitution de personnes. L'assurance n'a pas poursuivi et l'affaire s'est terminée là. Mais pour une fois, l'affaire a raté pour Sarré. C'est elles qui ont tout fait, elles ont pris la confiance de Madame Di Lorenzo pour pouvoir avoir tous les papiers qu'il fallait pour pouvoir passer l'assurance vie. Et en plus, il était aidé par Monsieur Brun qui signait tous les papiers à sa place. L'affaire Magali, où Sarré est nommé coupable pour l'avoir empoisonné avec du champagne au zinc, est improbable. En effet, l'empoisonnement instantané au zinc par voie orale est scientifiquement impossible. La personne aurait la bouche brûlée instantanément. Mais après autopsie, les médecins trouvent, tout de même, que son corps contient une dose plus que mortelle de zinc. Des voisins de la villa où était gardée Magali disent que c'est avec les sœurs qu'elle sortait, mangeait et buvait. La seule hypothèse plausible serait un empoisonnement sur le long terme. Mais comment savoir qui l'a empoisonné? Les sœurs ou Sarré? Regarde Alicia. Là apparemment, Philomène, elle aurait eu des relations assez intimes avec Gareth, qui était très proche du pharmacien, monsieur Bouiron. Bouiron. Et c'est dans cette pharmacie que le zinc a disparu. Donc ça voudrait dire que le vol de zinc est lié quand même à Philomène. Oui, aux sœurs, quoi. Parce que c'est les sœurs qui sont procurées le poison pour empoisonner Magali. Donc même si on dit que c'est Sarré qui a eu l'idée de la fraude, c'est les sœurs qui ont tout fait. Ouais, là, c'est marqué comme quoi il y avait quand même un lien entre les sœurs et le pharmacien. D'après ce qu'a trouvé Lisa, c'est les sœurs qui se sont procuré le zinc qui a empoisonné Magali Herbin. Et on a vu tout à l'heure que pour empoisonner quelqu'un au zinc, il fallait le faire sur le long terme. Encore une fois, c'est pas possible. Donc les sœurs s'occupaient de Magali, les sœurs se sont procuré le zinc, et c'est Sarré qui trinque au procès. Sarré est quand même jugé coupable à la majorité. Et les sœurs l'ont seulement aidé et facilité. Le docteur Guy, un autre ami de Sarré, a délivré un permis d'inhumer au nom de Catherine Schmitt, alors qu'en fait, c'était bien Magali Herbin qui était morte à la place de Catherine Schmitt. Et quand on le lui reprochera au moment du procès, il dira « mais je ne connaissais pas Catherine Schmitt, puisque la seule fois
où je l'avais rencontré, on me l'avait présenté comme s'appelant Villette. Donc je ne connaissais pas Catherine Schmitt. Et il n'a pas non plus vraisemblablement approfondi, lorsqu'il a délivré le permis d'inhumer, il n'a pas fait une consultation très, très poussée. Donc il n'a pas examiné vraiment le corps de la défunte qui était donc Magali Herbin, qu'on faisait passer pour Catherine Schmitt. Guy signe 5 certificats de décès au nom de Catherine alors qu'il la connaît. Je sous-signé Guy Maurice, déclare avoir donné mes soins pendant le mois de mars 1930 à Madame Catherine Schmitt pour pneumonie bilobère aiguë, dont elle est décédée le samedi 29 mars 1930 à 5 heures. Des témoins l'ont vu rentrer plusieurs fois dans l'hôtel où se cache Catherine. Le docteur Guy est allé ces derniers temps à Nice. À vous de vous assurer qu'il n'y a pas rencontré Catherine Schmitt à son hôtel. Et surtout, Magali est morte par empoisonnement et non par double pneumonie. Grâce à ces faux certificats, ils empochent 1 700 000 francs. Guy s'en sort tout de même. Malgré ses témoignages incohérents sur cette affaire, il n'écope d'aucune peine, même minimale. Lorsque la police arrête les sœurs, après avoir remarqué que Catherine n'était pas morte, elle dénonce Sarré en disant que tout est de sa faute. Le procès dure 2 ans. Sarré collecte les accusations et les condamnations. Il est jugé coupable sur toutes les affaires. Sarré, désemparé, envoie une lettre au procureur de la République concernant ses avocats et le juge Rochu. Il les accuse de ne pas lui avoir laissé le bénéfice du doute et de ne pas suivre le protocole normal lorsqu'il est appelé à la barre. Ils ne le tiennent pas au courant des témoignages des autres accusés avant de lui poser des questions. Je me demande sans pouvoir trouver la réponse pourquoi mon avocat Brion m'a défendu de rien dire, me menaçant à 3 reprises de quitter la barre si je disais un mot. Ainsi, les 2 horribles sorcières ont bénéficié de toutes les chances. Effarante protection du juge Rochu, mensonges et dissimulation sur toute la ligne, faux témoignages et silence de mes avocats. Les sœurs sont considérées comme assistantes manipulées et sont condamnées à 10 ans de réclusion. Quant à tous les autres accusés de l'affaire, Guy, qui a fait 5 faux certificats en disant ne pas connaître Catherine, Lufo, qui a participé aux escroqueries à l'assurance vie, Brun et Siostis, qui ont fait tous les papiers nécessaires pour acquérir l'argent volé, tous sont disculpés. C'est ainsi que naît la réputation de Sarré des sœurs Schmitt, un homme manipulateur, sanguinaire et ses 2 assistantes terrorisées. Il est le dernier homme décapité en public à la prison d'Aix-en-Provence.